troisième cas clinique, toujours dans le cadre de la formation ethnologique pour les infirmiers. Alors cette fois, on rencontre aux urgences une patiente, Madame M, qui est âgée de 82 ans, et donc elle est aux urgences pour l'apparition d'une aphasie depuis 2 heures, donc quelque chose de brutal. On apprend qu'elle a déjà été hospitalisée plusieurs jours en cardiologie, dans un hôpital parisien, pour un bilan de syncope. C'était il y a quelques mois. Voilà son ECG donc ci-dessous. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de l'interpréter, l'analyser. Ceux qui veulent plus de temps, il ne faut pas hésiter à mettre sur pause. Donc on va corriger, entre guillemets. Donc on a ici un rythme qui est sinusal, on a bien une onde P devant chaque QRS, un QRS après chaque onde P. Hein. On voit des ondes P qui sont positives en D2, négatives en AVR, donc morphologie compatible avec une onde P sinusale. On a un espace PR qui est normal, qui n'est pas très long, avec des QRS qui sont fins et avec un axe normal. Les QRS sont positifs en D1, en AVF, et on voit qu'il y a une morphologie dans les précordiales qui est normale, une croissance progressive de l'onde R. On pourrait peut-être juste noter au niveau de la repolarisation un ST qui est un petit peu raide en inférieur, en V5, V6, mais en tout cas pas de quoi ici expliquer l'aphasie, donc le problème AVC de notre patiente. Dans le cadre de son passage aux urgences, elle bénéficie d'une radiographie thoracique. Et donc ma question sur cette radio, c'est de vous demander, est-ce qu'il y a un élément visible sur la radio qui pourrait nous faire avancer dans le cadre du bilan étiologique de ce probable AVC. Donc, je vous laisse là encore quelques secondes pour examiner la radio. Ceux qui veulent plus de temps, c'est toujours pareil, appuyez sur pause. Alors on va passer à la correction. Donc, c'est une radio de thorax de face, c'est classique. On voit nos clavicules ici, nos processus épineux des vertèbres dans l'axe, le parenchyme pulmonaire, le grille costal avec donc, nos côtes, bon, la silhouette cardiaque qu'on devine ici. Et si on regarde bien, en fait, ici, on a quelque chose en plus. Alors, elle est dans la silhouette cardiaque, c'est vrai que c'était un cas un petit peu difficile, mais en fait, ça, c'est un holter implantable. En l'occurrence, ici, on le reconnaît, c'est un reveal, c'est quelque chose, c'est un holter de la marque Medtronic. Donc c'est quelque chose qui va enregistrer l'activité électrique cardiaque sans interagir, c'est pas un stimulateur. Donc il est mis en position sous-cutanée pour enregistrer donc l'activité électrique, ce qui peut nous intéresser dans le cadre d'un bilan d'un potentiel AVC. On va donc interroger ce reveal et mettre en évidence le tracé suivant. Donc là encore, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à votre hypothèse diagnostique. Et ensuite, on essaiera de corriger. Alors, donc, on va corriger. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit une activité. Alors, c'est rare pour ceux qui ont l'habitude de voir une tracé de reveal. C'est rare quand même de voir une activité aussi nette, à l'étage atrial, je parle. Donc, on a ici une activité atriale, alors qu'elle a d'être en dents de scie, en toit d'usine, qui fait vraiment évoquer le flotteur commun. Alors là, on est sur l'utilisation d'un tracé à partir d'un reveal, donc on n'est pas sur un ECG 12 dérivations. C'est difficile de se prononcer sur le type exact d'arythmie atriale, mais il y a une activité atriale qui est anormale, c'est une arythmie atriale, probablement même un flotteur, et probablement un flotteur commun, avec l'absence de retour à la ligne isoélectrique, l'aspect en toit d'usine. La conduction ici est assez variable, la conduction entre l'oreillette et les ventricules. Là, c'est un peu plus régulier. En tout cas, il y a une arythmie atriale, et une arythmie qui est probablement emboligène. C'est même possiblement un flotteur. En tout cas, il y a une arythmie atriale emboligène qui pourrait expliquer cette aphasie brutale de la patiente et donc cet AVC. Vous allez dorénavant suivre cette patiente dans votre centre et recevoir des alertes de télécardiologie. En voici une. Donc, qu'est-ce que vous évoquez? Et puis vous allez appeler la patiente et qu'est-ce que vous allez lui demander? Alors, allez-y, réfléchissez un petit peu sur le tracé. On va y aller là encore. Ceux qui veulent plus de temps, il faut appuyer sur pause. Donc ici, on a une activité atriale, on la devine un petit peu. Alors déjà, premier piège, pas un piège, mais
dans le cadre de ces cas cliniques, j'essaie de varier un petit peu les interfaces, et donc là, on se doute qu'en réalité, il ne s'agit pas de la même patiente, étant donné que on voit qu'on n'est plus sur un holter implantable Medtronic, mais la Biotronic. C'est donc en fait un concurrent, c'est pas le Reveal ici, mais c'est un biomonitor. Bon, c'était pour vous montrer une interface différente, tout en sachant que voilà, c'est assez similaire en termes de données recueillies et de type de tracé. Alors, on voit l'activité atriale, on la devine en tout cas, on voit les ondes P ici, ici, encore là, avec des QRS derrière, donc on peut se douter qu'il y a une activité sinusale, et puis là on voit encore une activité atriale, un QRS et plus rien. Et puis ça reprend avec à nouveau une activité atriale et des QRS. Donc ici, c'est une dysfonction sinusale, en fait il y a une pause sinusale. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la patiente est symptomatique de ce type de pause? En fait, elle a été implantée, on a vu, dans le cadre d'un bilan de syncope. Il faut qu'on sache si elle a eu un symptôme pendant cette pause. Là, dans le cadre de la dysfonction sinusale, c'est important, parce que si on a ce type de pause la nuit chez une patiente asymptomatique, on va pas forcément faire grand-chose. Si par contre c'est concomitant avec voilà, des symptômes, malaise, une pause, quoi que ce soit, enfin une syncope, à ce moment-là, ça change la donne et on va avoir l'indication de mettre par exemple un stimulateur cardiaque. Je vous mets d'autres iconographies, donc là on voit le tachogramme, les courbes de fréquence, et on voit bien donc la pause qu'on a eue, la systolie. Et l'autre chose ici, c'est un autre tracé avec cette fois-ci de la FA. On va dire que notre patiente a fait du flotteur, probablement de la FA, de la dysfonction sinusale, c'est ce qu'on appelle une maladie rythmique atriale. En l'occurrence, elle est symptomatique, on a dit qu'elle faisait des syncopes, et donc, elle bénéficie de l'implantation d'un stimulateur cardiaque. Et donc, AJ1, on vous appelle, on vous dit, voilà, la radio de la patiente, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai deux questions pour vous. Déjà, je l'annonce. Comment est-ce que vous pouvez affirmer qu'il ne s'agit pas de la bonne patiente? Première question. Deuxième question, quelles complications par contre on peut en effet voir sur cette radio? En effet, ça va pas. Mais qu'est-ce que vous évoquez? Alors, je vous laisse là encore quelques secondes pour essayer d'y réfléchir. N'hésitez pas à mettre sur pause, on corrige. Alors, on va corriger. Déjà, pour répondre à la première question, pourquoi est-ce que c'est pas la bonne patiente? Parce qu'évidemment, on a vu sa radio de thorax aux urgences, on a vu qu'elle avait un reveal, alors on se doute que quand on a implanté le stimulateur, on a retiré le reveal, donc c'est logique de ne plus voir de reveal. Par contre, cette radio de thorax, on voit ici des fils de fer. C'est une patiente, ça, qui a eu une sternotomie, avec probablement un remplaçant valvulaire par une bioprothèse mitrale. Donc là, on n'est pas... c'est une personne qui a eu une chirurgie cardiaque. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Sur la radiographie, il y a d'autres informations qu'on peut récupérer, et donc voilà, en l'occurrence, on apprend ça ici. Par ailleurs, la complication qu'a cette autre patiente, eh bien, c'est un pneumothorax. Donc un pneumothorax, c'est de l'air qui va venir comprimer le poumon, autour du poumon et non pas dans le poumon. Donc là, vous avez un parenchyme pulmonaire normal, donc on voit cet aspect granité, ces petites fibres-là qui vont jusqu'en périphérie. Et si on compare avec le poumon du côté du pacemaker, ben là on voit que c'est très clair, et on voit que le poumon en fait il est là. Il a été comprimé par l'air, on voit un petit peu ici aussi. Donc on a un pneumothorax complet, gauche, qui est... donc là les réponses c'était le remplacement valvulaire par une valve biologique, le pneumothorax complet gauche, et comme tu es en train de vous le dire, c'est souvent la ponction sous-clavière, qui peut être à l'origine de ça. Quand on fait une ponction sous-clavière, on va évidemment essayer de ponctionner en n'ayant pas d'air dans la ponction, mais en ayant directement la veine. Et on va souvent demander d'enlever le rond de tête du patient, on peut demander de lever les jambes en inclinant la table pour essayer de faciliter la ponction. Mais il y a un risque de cette ponction, c'est de toucher le poumon. Les autres voies d'abord, pour rappel, c'est la voie céphalique, un petit peu plus loin là, ou la voie axillaire, qui peut être faite aussi, qui sont des voies un peu moins à risque de pneumothorax. Bon, en tout cas, voilà, il faut avoir ça en tête, et donc bien penser qu'il y a différentes voies d'abord. Avec la voie sous-clavière, le risque, c'est le pneumothorax. On demandera souvent une radio, même à J0, enfin le jour de l'implantation. Alors on avance. Cette fois-ci, on retrouve notre bonne patiente, mais qui a quand même une complication, et qui consulte donc aux urgences, parce qu'elle a très mal au niveau de sa cicatrice. Donc voilà ce qu'on observe. Alors de quoi s'agit-il? Et selon vous, quelle va être la suite de la prise en charge?
vous laisse là encore quelques secondes pour réfléchir à la solution. Alors on y va. Évidemment, ici, il s'agit d'un hématome de loge. On voit la taille de l'hématome, là, celui-ci est particulièrement impressionnant. On voit que la peau est vraiment sous tension, ça doit être très douloureux. On a carrément un volume de sang important là-dedans, c'est majeur, d'accord? Ça c'est très douloureux, et donc ce type d'hématome va très probablement nécessiter une reprise au bloc opératoire, d'une part qui va soulager la patiente, et d'autre part, sinon, du fait de la mise en tension de la cicatrice et de la peau, il y a des risques de nécrose, et puis d'infection aussi, au niveau de la loge. Donc celui-là, on aura du mal à échapper à la reprise au bloc opératoire. Je vous ai mis d'autres photos, alors ça c'est le même, vu de profil, on voit mieux l'ampleur de l'hématome. C'est pas tant le fait d'avoir un aspect d'échymose et du sang en fait qui a migré qui nous fait peur, c'est plutôt vraiment la mise en tension des tissus, particulièrement de la cicatrice, et donc le risque infectieux, le risque de nécrose cutanée, de désunion de la cicatrice, enfin c'est tout ça. Celui-là est un peu plus commun, donc on devine la forme ici du boîtier dessous, mais on voit que c'est un rondi, c'est un peu plus grand qu'un boîtier. En fait là il y a un hématome de loge, il faut vraiment le palper pour voir si, il est douloureux, deux, s'il est en tension. On voit que la cicatrice n'est pas désunie, c'est plutôt rassurant. Il n'a pas l'air majeur, probablement qu'ici on pourra dans un premier temps essayer de appliquer un pansement compressif et puis de l'évaluer régulièrement. Enfin, on a celui-ci qui est assez inquiétant parce que déjà on a une petite désunion de la cicatrice à ce niveau avec un écoulement visible sur le pansement. Donc là, on met en doute l'étanchéité de la suture. Et puis on a un aspect inflammatoire des béanches. Donc là, qui nous font redouter une infection de loge ou un processus infectieux qui pourrait débuter. Donc ça, c'est à surveiller de très très près. Il faut les avoir à l'œil pour y penser. Pas hésiter par exemple à délimiter aussi les hématomes. D'accord. C'est pour ça qu'on met le plus souvent un pansement compressif en post-opératoire immédiat, et c'est aussi pour ça qu'on essaie d'être vigilant dans les traitements anticoagulants qu'on va donner en post-opératoire. On va souvent faire des sauts de prise, et on va par exemple essayer d'éviter à tout prix le Lovenox, les HBPM, à dose curative particulièrement, pour éviter donc la survenue d'hématomes. Donc, mon message de conclusion. Alors, dans un premier temps, concernant les halters implantables, on voit que c'est un outil important dans le diagnostic des syncopes, on l'a vu, des troubles du rythme ventriculaire, on l'a pas vu ici, et des troubles du rythme atriaux. Quand on a d'ailleurs la combinaison, on a vu ici, de dysfonction sinusale et de FA, on peut parler de maladie rythmique atriale, donc c'est les indications courantes sont les bilans de syncope ou les bilans d'AVC, un peu plus rarement pour rechercher troubles du rythme ventriculaire. Ensuite, la voie d'abord, et particulièrement l'importance de l'installation du patient pour la voie d'abord sous clavière. On a dit que c'est une voie d'abord à risque de pneumothorax, donc on enlèvera souvent le rond de tête du patient pour incliner la table, et puis il faudra faire une radiographie thoracique à J0 le plus souvent, par des centres, parce qu'il faut rechercher le pneumothorax après ces ponctions, même quand on n'a pas eu l'impression d'avoir de l'air à la ponction. Je rappelle les deux autres voies d'abord classiques, qui sont la voie d'abord axillaire et puis la voie d'abord céphalique. Enfin, la gestion des anticoagulants et l'immobilisation du bras au décours de l'implantation des stimulateurs. Alors, évidemment, le risque, c'est l'hématome de loge, chez le patient qui va bouger le bras, et ou chez qui on va avoir des doses d'anticoagulants inappropriées ou des reprises trop précoces éventuellement. Voilà, donc ça, il faut vraiment y penser. L'autre chose, c'est le risque de déplacement de sonde. C'est l'autre raison pour laquelle on va demander au patient, dans un premier temps, de vraiment pas bouger le bras. Voilà. Bon, j'espère que vous avez appris encore des choses intéressantes pour vous dans ce cas clinique. Et voilà, j'espère que ça vous a apporté des choses. Voilà. Au revoir.